Regardons maintenant la composition du village de manière moins qualitative. Faire de l'histoire, c'est aussi compter. Comptons donc les édifices encadastrés. Il y a les maisons, les étables, les liucs ou creux de fumier, les bardas, c'est-à-dire des courants durs faits de barres de pierre, c'est-à-dire de grosses pierres de taille plate, de ces pierres dont on garnissait parfois les intérieurs des maisons. On trouve aussi des ruines nommées casals, mais elles sont très peu nombreuses. Voilà qui est une indication importante. Communément dans les cadastres en Provence ou les compois en Languedoc, on compte un certain nombre de ruines. Ici, il y en a en tout et pour tout 3, dont une est un dessous d'escalier aménagé que les arpenteurs ont classé en casal par commodité. C'est très peu, ce qui signifie que le village est en bon état, et cela se comprend puisque les faubourgs sont plutôt récents, et donc construits selon des techniques plus sûres que celles du Moyen-Âge. Regardons les faubourgs, un à un. Il y a d'abord le chemin de Camaret, au sud, où l'on compte 7 maisons et 6 étables. Seulement 2 cours et un creux à fumier. Ici, les dépendances agricoles sont beaucoup plus nombreuses qu'intramuros, où elles sont beaucoup plus rares. Au chemin de Camaret, les maisons sont de taille moyenne, ce qui n'est pas le cas au quartier du Brou de Fouérou, où elles sont très petites, un peu comme au Puey, qui prolonge cette rue disparue et dont la rue du Puey atteste l'existence en venant s'aboucher à l'endroit supposé de l'existence de cette première rue. Finalement, même si de grandes bâtisses sont construites dans les faubourgs, pour la commodité qu'on y trouve en termes d'accès, le village fortifié a gardé de son aura symbolique, puisque la majorité des nobles y résident encore et que les plus grandes maisons s'y concentrent, aux côtés de demeures très exiguës, c'est vrai. À y regarder de près, on ne trouve qu'une lioque localisée dans la ville. Mais c'est dans la rue des Champeaux, et près du passage pour aller aux murailles. Ce creux à fumier est donc très excentré, loin des bâtisses nobles et peut-être même immédiatement à l'extérieur du village. On le voit donc, le vieux village est exempt de ces creux à fumier qui devaient exhaler une odeur épouvantable. Est-ce le manque de place et la pression foncière qui ont poussé à la disparition de ces creux à fumier? Existait-il déjà au Moyen-Âge? Autant de questions difficiles car pour en juger, il nous faudrait un compois antérieur précisant ces choses, ce que ne fait pas le cadastre tardo-médiéval analysé par Monique Zerner dans sa thèse. En 1614, on remarque enfin que la plupart des maisons intègrent l'étable au rez-de-chaussée, puisque les arpenteurs ne font pas le plus souvent le détail des superficies de la maison et de l'étable, alors que d'autres fois, ils le font en précisant, joignant, ce qui signifie que l'étable est collée à la maison. Le cadastre ne précise pas le nombre des étages. Tout juste nous précise-t-il l'existence d'un membre haut quand son propriétaire est différent de celui du rez-de-chaussée. Heureusement, quelques compois languedociens font état du nombre des étages, comme celui de Tressan, à la fin du XVIe siècle. Ainsi, on peut estimer que la plupart des maisons ont un étage avec un grenier et qu'une minorité d'entre elles possèdent 2 étages avec un grenier en sus. Étant exclus de ce classement, bien entendu, les maisons des nobles, capables d'investir de fortes sommes et de construire au village, comme on le faisait en ville à la même époque.